J'ai aussi retrouvé plusieurs jeunes femmes qui échangeaient énormément avec Guillaume Play alors qu'elles étaient mineures. Dans l'article, vous pouvez retrouver leurs échanges. Vous fumez, monsieur? Le football lâche. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Vous dites pourquoi il bouge lui? Il a des verres? Non, j'ai pas de verres. Je suis sur mon vélo. Et pourquoi je suis sur mon vélo? Alors, vélo d'appartement, hein. On n'est pas dans mon Ventoux, vous l'avez vu. Hier, sous la vidéo de Guillaume Play, il y a une personne qui m'a traité de pédale. Il a peut-être pas tort, j'en sais rien, mais je me suis dit, il y a un vélo là. Quitte à être une pédale, autant être le roi de la pédale. Et me voilà. Il y a aussi un autre mec qui m'a reproché de faire les choses pour l'argent. Ouais, et tout pour l'argent. Écoute mon pote, comme un grand philosophe l'a dit, vaut mieux manger ses sous que manger ses morts. Messieurs, dames, donc vidéo actu. Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs. Hier, on a parlé de Guillaume Play sur la chaîne principale. Il y a une enquête des Inrocks qui est sortie. Ça devient très très chaud pour lui. Et il y a eu la réponse de Romain Lannéry. Je vais peut-être être un peu essoufflé parce que j'ai un cardio de merde. Voilà. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo sur Guillaume Play qui a censuré un youtubeur. On me rejoint sur Instagram, Mousse YouTube, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Il y avait pas mal de théories selon laquelle le Cap Ferré avait été privilégié par rapport à d'autres villes, comme par exemple le Porge. Le porte-parole des pompiers a répondu sur le plateau de Legend. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que vous avez privilégié de sauver le Cap Ferré plutôt que le Porge? On a eu affaire à un combat entre David et Goliath. Vous vous retrouvez face à un mur de feu, à une tornade de feu qui s'est focalisée là-dessus. Très clairement, ce n'est pas du tout la même chose de ce qui s'est passé au niveau du Cap Ferré. Donc, c'est pas un choix en fait. C'est un impossible opérationnel que de lutter face à un feu qui avait une puissance hors norme, telle une centrale nucléaire qui est en train de vous exploser devant vous. On doit comparer ce qui est comparable. On doit savoir réellement ce qui s'est passé sur le terrain avant de juger, savoir si on a préféré. Nous, sapeurs-pompiers, c'est écrit au travers de nos lettres et de nos mots. C'est tout le monde. Tout le monde doit être secouru. Et tout le monde a été secouru. Faire le débat après, c'est toujours simple. Faut refaire le match. Vous savez, c'est comme dans un match de football où à l'issue, on a toujours 67 millions de sélectionneurs d'équipe de France. J'aurais fait ci, j'aurais fait là. Et, en fait, les meilleurs sachants, c'est le commandant des opérations de secours et c'est le directeur départemental parce que c'est eux qui donnent l'ordre, en lien avec les préfectures et les autres forces de sécurité intérieure. Le sujet aujourd'hui, c'est de comprendre que ce qui a été donné comme orientation, c'était de sauver des vies, c'est la principale mission. Le deuxième sujet, c'est les sapeurs-pompiers, de sauver un maximum les biens. Chose qui a été faite avec des limites de lutte. Mettre des pompiers au feu, il est hors de question encore d'avoir encore des familles qui pleurent leurs enfants, leurs fils, leurs frères, parce que ils ont été jusqu'au bout de leur engagement. La dernière fois, on avait parlé de la garde à vue de Jean Humbert pour violence conjugale. Sa garde à vue a été levée. Oui, c'est une information de notre confrère Boris Karlamov. Effectivement, après près de 36 heures de garde à vue, Jean Humbert n'est pas ressorti libre du commissariat du 16e arrondissement où il avait été placé en garde à vue ce lundi matin. Non, sa garde à vue a été levée, sa garde à vue a pris fin, mais il a été transféré au tribunal judiciaire de Paris pour y passer la nuit, au dépôt du tribunal judiciaire de Paris avant demain matin de probables poursuites judiciaires contre lui. Manifestement, ce soir, la justice a décidé qu'il pourrait bien y avoir des poursuites judiciaires contre lui. Alors, il y a plusieurs hypothèses judiciaires possibles demain. Soit demain, il est présenté un procureur qui va lui indiquer qu'il sera prochainement jugé devant un tribunal correctionnel pour des faits, par exemple, de violence conjugale, si d'aventure ces faits sont qualifiés ainsi. Et dans l'attente de ce procès, il pourrait être placé, par exemple, sous contrôle judiciaire avec d'éventuelles interdictions ou obligations, par exemple celle de ne pas rentrer en contact avec les plaignantes.
autre hypothèse judiciaire possible demain, c'est l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire la désignation d'un juge d'instruction, parce que la justice considérerait que l'affaire est assez complexe et qu'il faut donc une information judiciaire sur plusieurs mois et plus probablement plusieurs années pour enquêter à charge et à décharge sur ces faits qui lui sont reprochés. Mais voilà, l'information de ce soir, c'est que la garde à vue de Jean Imbert a pris fin, mais il n'a pas été remis en liberté et des poursuites judiciaires seront très probablement ordonnées contre lui demain. Il y a quelques jours, pareil, on avait parlé de la DZ Mafia. Il y a un des fondateurs qui a été arrêté en Algérie. On le surnomme Tic en référence à son passé d'acteur. Mehdi Laribi, présenté comme l'un des patrons du clan criminel marseillais DZ Mafia, a été interpellé en Algérie fin juillet selon une information de France Info de ce mercredi 5 août. L'homme de 36 ans avait quitté la France pour opérer depuis l'étranger selon la chaîne d'info. Mehdi Laribi est né dans les quartiers nord de Marseille en 1990. Au début des années 2000, il est repéré par une directrice de casting et joue un petit rôle dans le film Les Diables de Christophe Rugia aux côtés d'Adèle Haenel. Il joue ensuite Rachitik dans le film Ramza de Karim Dridi, sorti en 2008. C'est de là que vient son surnom, Tic. Mais il ne percera pas au cinéma. Quelques années plus tard, il dirige l'un des plus gros réseaux de stupéfiants de Marseille et est mis en cause dans un triple meurtre le soir de Noël 2011. Mais c'est en 2023 qu'apparaît officiellement la DZ Mafia et devient en 2 ans une organisation centrale du narcotrafic en France. En mars 2026, un vaste coup de filet conduit à l'interpellation de 42 personnes, dont des 3 chefs présumés de l'organisation en France, Amine O, Gabriel O et Madi Z. Mehdi Laribi avait lui déjà pris la fuite en Algérie. C'est pendant cette opération dite Octopus qu'un mandat d'arrêt international avait été émis par la justice française à son encontre. Mehdi Laribi a donc fini par être arrêté par les autorités algériennes et placé sous contrôle judiciaire. Messieurs, dames, je crois qu'on n'a pas assez souffert avec la Coupe du Monde cet été, avec cette élimination en demi-finale contre le vainqueur de la Coupe du Monde, l'Espagne. Il y a une nouvelle vidéo, enfin, en fait, je sais pas si ça date ou pas, je crois pas. C'était il y a quelques jours, mais il y a des soupçons concernant France 98. Notre victoire. En fait, on est en train de faire des choses en ce moment pour remettre en question cette victoire. Et là, ça parle des contrôles antidopage qui auraient été suspendus avant le mondial. En début de semaine, rentrée au ministère, Marie-Georges Buffet, quand je la vois, me confirme que je ne devais plus embêter les Bleus jusqu'à la Coupe du Monde. En clair, plus de contrôle inopiné. Et qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds, je lui demande de me l'écrire. Elle aussi a souri. J'ai bien vu que j'aurais jamais cet ordre par écrit. Ces accusations, Marie-Georges Buffet les a toujours niées. En 2013, elle le répétait sous serment. Je le jure. Je vous remercie, madame. Devant une commission sénatoriale. Nous n'avons jamais donné de directive en ce sens. Mais 13 ans plus tard, pour la première fois, elle va finir par livrer une toute autre version. Le médecin Garnier dit qu'il a eu pour consigne de la part de votre cabinet de ne plus faire de contrôle inopiné jusqu'en juillet 98. Alors, honnêtement, c'est pas. En général, j'assume mes problèmes. Non, honnêtement, je n'ai pas souvenir de ça. Il faudrait que je consulte les anciens de mon cabinet, mais si le docteur Garnier le dit, oui. Je vais pas. C'est un homme honnête, donc s'il le dit, c'est vrai. Enfin. On ne l'a pas dit comme ça, je pense pas. Mais enfin bon, ça revient au même. Je pense qu'on a... C'est un recul. Donc vous reconnaissez qu'il n'y a plus eu de contrôle inopiné jusqu'au mondial 98. Voilà, et puis après on a repris le combat, et puis voilà. Fait divers horrible, messieurs, dames, pour un influenceur au Mexique. Il était en plein live lorsqu'il a été abattu. Alors vous verrez pas les images, vous inquiétez pas, mais il a vraiment été tué en plein direct. Cet influenceur mexicain a été tué à bout portant alors qu'il était en direct. Non. César Gastelum, qui cumulait plus de 600 000 abonnés sur TikTok, réalisait un défi avec 2 amis déguisés en livreurs quand 2 personnes casquées en moto se sont approchées de lui avant de lui tirer dans la tête et de repartir. Un responsable de la sécurité de l'État de Sinaloa a confirmé la mort de l'influenceur et indiqué qu'une importante opération de sécurité était en cours.
L'attaque a eu lieu dans une zone commerciale très fréquentée, près du bureau du procureur de Sinaloa. Ce meurtre intervient dans un contexte de violence persistante à Culiacán, capitale de l'État, où des factions rivales du crime organisé s'affrontent pour le contrôle du territoire. Cette attaque rappelle également l'assassinat en mai 2025 de l'influenceuse mexicaine Valeria Marquez, tuée en plein direct sur TikTok dans le salon de beauté où elle travaillait à Zapopan dans l'état de Jalisco. D'après la presse locale, une douzaine d'influenceurs, dont certains seraient liés à des gangs criminels, ont été assassinés à Sinaloa ces dernières années. En ce moment, sur les réseaux, ça reparle de harcèlement un petit peu comme l'affaire Mehdi Saucisson et Ramous, notamment après la disparition tragique d'un créateur de contenu qui s'appelle Labib. On en avait parlé la dernière fois, j'ai trouvé un extrait intéressant. La dernière fois, je vous avais montré un passage de Sarah Frézou, qui a eu une image de harceleuse dans la télé-réalité. Et donc, je vais vous montrer un nouveau passage où elle parle justement de ça. J'avais vraiment des phrases où ça rentrait dans la chambre, où ça me disait calme-toi parce que sinon je vais te redonner ton image d'harceleuse. T'as fait un petit comeback en télé, mais vite fait. Comment tu l'as vécu? Au début, franchement, quand on m'a proposé le programme télé, moi, tu sais très bien qu'on m'a très vite collé cette étiquette d'harceleuse par rapport à tout ce qui s'était passé. Il faut quand même aussi évoluer, ça fait des années. Exactement, j'ai eu peur, mais j'ai pas... En fait, le truc, c'est que j'avais raison d'avoir peur, parce que au début, ça s'est vraiment passé comme ce que je pensais. Ça veut dire que quand je suis arrivée, t'avais beaucoup de candidats qui essayaient de me chercher la merde sans caméra. Et quand j'arrivais devant les caméras, bah, j'étais dans ce truc où je me reste... En fait, j'étais grave restreint et je voulais pas m'embrouiller avec ces personnes en sachant que elles étaient pas droites avec moi, et je me retenais. Et en fait, plusieurs fois, en off, j'ai pété les plombs et la productrice, elle me disait, bah, ça reprend sur toi. Ils le font exprès. Ils essayent d'appuyer sur ce truc d'harcèlement pour que tu te remanges encore une vague. J'avais vraiment des phrases où ça rentrait dans la chambre, où ça me disait, calme-toi parce que sinon, je vais te redonner ton image d'harceleuse. T'as pas trop kiffé, quoi? Non, au début, j'ai vraiment pas kiffé. Mais heureusement que la prod, c'était Camilla et Elena, je sais pas si tu les avais eues. Elena qui était nounou avant, qui maintenant est passée productrice. Donc, bah ouais, c'était elles en fait qui ont fait que j'ai tenu et qui m'ont soutenue et qui m'ont dit, bon bah Sarah, t'as vu que t'énerves pas, fais pas ci, fais pas ça. Mais les gens jouaient sur ce caractère où je suis archi explosif, voilà. Sanguine. Ça veut dire que quand tu m'attaques, bah après moi c'est automatique, je me protège. Et ouais, non, il y a beaucoup de soirs au début, je pleurais en off par l'attitude des candidats. C'est même pas le programme en lui-même. C'est beaucoup de gens me rentraient dedans pour que j'ai cette image, encore une fois, de la meuf qui gueule partout, quoi. Ouais, et puis, je tiens à dire, souvent, on a tendance à, on va dire, provoquer. Les nouveaux font souvent ça, à provoquer les anciens ou ceux qui ont des gros caractères en espérant avoir la séquence qu'ils veulent, en espérant avoir le moment qu'ils veulent. Et forcément, quand tu vas te prendre la tête, par exemple, avec une Sarah Frézou, ça va faire plus le buzz que quand tu vas te prendre la tête avec le candidat qui a 100 000 followers. Donc, et ça, tout ça, malheureusement, c'est pas forcément vu du côté du public. Et pour nous, candidats, ça peut être difficile à gérer. Moi, par exemple, tu vois, dans les 50 aussi, il y a eu des personnes qui ont essayé de m'attaquer et qui me disaient des trucs en off. Et en in qui était complètement différente, tu vois. C'est horrible. Donc ça me fait vraiment penser à ça, quand t'es entier, c'est horrible à vivre. Non, mais moi, tu sais que je calcule même plus. Je te regarde pas. Je te calcule pas, genre. Ouais, mais moi, c'est archi dur quand je suis trop entière. Tu peux pas venir, genre, hors caméra, être une terreur, et t'arrives en pleine face caméra, on est les meilleurs amis du monde. Genre, moi, j'arrive pas à me retenir. Genre, traîne pas avec moi, en fait. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est comme aujourd'hui, tu vois certains candidats qui s'embrouillent de ouf dans des programmes, et ils sortent, c'est les meilleurs amis du monde, ils font du contenu ensemble. Sauf que moi, à l'époque, je me rappelle, je m'embrouillais avec toi en émission, je sortais, t'étais pas mon ami. Je pouvais pas faire semblant pour les caméras ou pour avoir beaucoup plus de gens qui me suivent et qui m'aiment pour avoir des placements de projets. Non, c'était vraiment mes valeurs et mes principes. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Et aujourd'hui, je trouve ce mélange hypocrite trop bizarre, en fait. Je trouve intéressant, et il y a un cas en ce moment, notamment sur TikTok avec un créateur de contenu, c'est qu'on accuse ce créateur de contenu d'être un harceleur. Et au final, toutes les personnes qui l'accusent font ce qu'elle lui reproche. Et c'est ça le danger, et c'est ça dont il faut faire attention. Concernant la mort de Jean Portmanov, 2 streamers étaient accusés, Owen, Narutovi et Safin. Aujourd'hui, c'était le résultat du procès. Ils ont été jugés coupables,
et condamnés. Je vous laisse regarder. Ils étaient jugés depuis début juillet pour des violences et des humiliations en ligne ayant précédé la mort de Jean Portmanov en août 2025, il y a un an. Ce 5 août 2026, le tribunal correctionnel de Nice a condamné respectivement les streamers Naruto et Safin à 2 ans et 18 mois de prison avec sursis, des amendes de 15 et 5 000 € et 6 mois de bannissement numérique. Pour rappel, le 18 août 2025, le créateur de contenu de 46 ans, Raphaël Graven, connu sous le nom de Jean Portmanov, est décédé en plein live après 12 jours en direct, le montrant violenté et humilié par les 2 streamers sur la plateforme Kik. L'autopsie n'avait pas établi de lien direct entre la mort et les violences subies et avait plutôt conclu à un décès causé par une défaillance cardiovasculaire. Avant le drame, en décembre 2024, une enquête de Mediapart avait révélé que Jean Portmanov et d'autres personnes subissaient des sévices répétés de la part de Naruto et Safin, notamment de la privation de sommeil ainsi que des violences physiques et psychologiques. Une enquête préliminaire avait alors été ouverte, entre autres pour provocation à la haine et à la discrimination en raison du handicap, violence en réunion et violence sur personnes vulnérables. La vraie question maintenant, c'est vont-ils être toujours suivis? Parce que oui, bon, le truc qui revenait souvent de la part de leur communauté, c'était qu'ils n'ont pas été condamnés, ils sont innocents. Ils ont été jugés coupables. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Le client est satisfait, pas du tout, parce qu'il estime ne jamais avoir commis de violence sur ses amis. Stéphane Guy, qui est intervenu à l'audience en disant qu'il n'a pas subi de violence et qu'il n'était pas victime, et sur son ami Raphaël Graven, qui a déposé devant la police en indiquant qu'il n'était pas victime et qu'il n'avait pas subi de violence et qu'il était d'accord et que c'était un jeu d'acteur qu'il faisait. À partir de ce moment-là, comment envisager de se faire condamner quand même lourdement et reconnu coupable de violence où il n'y a pas de victimes pour les principales personnes qui sont visées, pas d'ITT, pas de blessures. Je rappelle quand même que M. Raphaël Graven, dans son autopsie, il n'y a aucune trace de blessure qui a été relevée. C'est bien pour ça qu'il n'y a aucun lien entre sa mort et les faits qui nous occupent aujourd'hui. Il est extrêmement déçu. Il accepte la décision de justice comme elle est. On se réserve toutefois le droit d'interjeter appel de cette décision qui, au-delà de la peine qui est finalement moins élevée que ce qui était demandé, qui moralement jette un coup. Je rappelle que la personne qui était décédée à l'époque, Raphaël Graven, était l'un de ses meilleurs amis et on peut difficilement accepter une telle décision de la justice dénuée d'affect par rapport à cela. Messieurs, dames, on arrive maintenant sur le plus touchy. On va reparler encore une fois de gameplay, je suis désolé, mais en ce moment, c'est vraiment le gros sujet d'actualité. Hier, on en a parlé sur la chaîne principale. Je vous invite à aller voir le lien en description, en commentaire épinglé. Au cœur de cette censure, de ce strike, il y a un créateur de contenu qui s'appelle Romain Laneri, spécialisé dans la tech business. C'est pas juste un créateur de contenu dans l'agence Influx, c'est également un des cofondateurs. Mais c'est vraiment en cette qualité de créateur de contenu que le strike a été permis. Parce qu'en fait, ce passage de 15 secondes, c'était extrait d'une de ses vidéos, une de ses interviews. Romain Laneri s'est donc fait défoncer sur les réseaux. Il a pris la parole, il a sorti un communiqué de presse qui est mauvais. Mais mauvais, messieurs, dames. Et en plus d'être mauvais, il y a un ou des mensonges. Désolé si je suis un peu essoufflé, je fais le maximum avec mon cardio horrible. Depuis 2 jours, on m'accuse d'avoir voulu faire taire une enquête. Remettons les faits à leur place. Un signalement a bien été émis depuis mes équipes. Il portait sur 15 secondes issues d'une interview publiée en collaboration commerciale sur ma chaîne YouTube. Nous appliquons depuis des années une procédure de suivi des contenus issus de collaborations commerciales parce que nous répondons contractuellement et juridiquement de leur usage devant nos clients. Elle s'est déclenchée ici comme elle se déclenche ailleurs, sans que personne ne mesure ce qu'elle allait entraîner. Le résultat, oui, est regrettable. Une vidéo d'1h15 retirée pour 15 secondes. Le droit de citation existe. Il protège la reprise de courts extraits à des fins d'information et de critique et il devait primer ici. Le signalement a été retiré le 5 août. Auprès de YouTube, notre procédure sera revue pour exclure les reprises d'extraits courts dans un cadre journalistique. C'est de ma responsabilité et je m'en occupe. Ce que ça signifie, c'est qu'il existerait une procédure automatique. Moi, je l'ai compris comme ça. En fait, il y a 2 solutions. Soit il y a une procédure automatique et il y a un élément qui vient un petit peu briser cette théorie selon laquelle ce serait à cause de la procédure automatique, c'est que la vidéo a été riposte. Quelqu'un a téléchargé la vidéo, l'a remise sur YouTube et elle est en ligne depuis
plus de 24 heures. Alors que la vidéo de TPZ a été strikée au bout de 10 heures. Et la deuxième théorie, c'est une erreur de l'équipe. Mais une erreur de l'équipe qui aurait été faite un dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi. Pas sûr que des équipes travaillent dans la nuit de dimanche à lundi. Ça sentait plutôt le coup de chaud. Et l'envie de réagir instantanément avant que la vidéo explose. En tout cas, on l'a dit hier, ce strike, cette censure, c'est encore pire dans le fond. La vidéo va revenir et en plus de ça, les Inrock ont sorti une enquête sur Guillaume Play. Pendant plus de 6 mois, pour les Inrock, j'ai enquêté sur Guillaume Play. Au départ, j'ai pensé que mon enquête ne porterait que sur Légende, qui est devenu en quelques années l'un des médias les plus influents de France, avec plus de 6 milliards de vues en 2025. Chaque semaine, Guillaume Play invite des personnalités comme Nicolas Sarkozy, Bernard Arnault ou encore plus récemment l'ancien patron du Mossad, Yossi Cohen. Pour cette enquête, j'ai d'abord discuté avec certains de ses anciens collaborateurs, puis d'autres m'ont contacté, des stagiaires, des alternants, d'anciens salariés. J'ai fini par m'entretenir avec plus d'une cinquantaine de sources sur une période allant de 2011 à aujourd'hui. J'ai aussi récupéré des documents internes, des centaines de messages privés, de captures d'écran pour prouver ce que je vais vous montrer dans cette enquête. Je me suis rendu compte que tous ces éléments ne racontaient pas seulement l'histoire d'un homme, mais celle d'un système. C'est ça que vous allez lire dans l'article. Un système dans lequel certains employés décrivent un rythme de travail intenable, dans lequel d'autres racontent un climat sexiste, raciste, que certains disent avoir subi au quotidien. J'ai aussi retrouvé plusieurs jeunes femmes qui échangeaient énormément avec Guillaume Play alors qu'elles étaient mineures. Dans l'article, vous pouvez retrouver leurs échanges. Tout cela, nous l'avons documenté et vérifié pendant plusieurs mois. Allez lire cette enquête, elle est dès à présent disponible sur le site des Inrecuptibles. Je vais pas vous lire toute l'enquête des Inrock, mais on peut trouver dans cette enquête des screenshots de conversations. On voit Guillaume Play, par exemple, dire à une jeune femme, elle a 17 ans, alors je sais pas comment dire exactement, une jeune femme, une jeune fille, je sais pas comment dire exactement. Tu mets du vernis sur ta photo de profil, tu deviens une femme, c'est marrant. Elle lui dit trop bien, merci, et dans un mois j'ai 17 ans. Yeah, et surtout dans un an, 18 ans. On a aussi un autre cas, celui de Mina qui avait 15 ans. Donc elle venait à la radio, ils se voyaient parfois après l'émission. Alors il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est pas tant le truc. Mais elle dit qu'il recherchait le tactile, il repartait jamais sans qu'il lui fasse un câlin. Donc voilà, ils échangeaient, il l'appelait ma baby, et il lui écrivait bon anniversaire ma beauté par exemple. Quand elle a eu 17 ans, il revient un petit peu vers elle, il lui envoie un message en lui demandant d'effacer les conversations. Je vous mets le screen à l'écran, il lui dit mais si tu veux qu'on continue à s'écrire, efface s'il te plaît, j'aurais pas confiance sinon. Franchement, si vous avez vu un petit peu toutes les vidéos, on n'apprend pas énormément de choses, mais il y a ces derniers points qui viennent ternir énormément le tableau, je pense. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Je suis en train de me dire, je pense que l'avocat de Guillaume Play a autre chose à faire que s'occuper de moi par rapport à la mise en demeure. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale. On me rejoint sur Instagram, le nouveau Mousse YouTube, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse, le roi de la pédale, vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.